La crise du coronavirus a entraîné une situation inédite avec des impacts sur de nombreux secteurs, notamment celui de la mobilité internationale. Profitant de la mondialisation pour se propager, la COVID-19 expose au grand jour à quel point les économies et les marchés du travail dépendent des uns des autres. Ce secteur, comme beaucoup d'autres, a dû s'adapter aux nouvelles normes dans lesquelles la sécurité du salarié est devenue plus que centrale et dont la digitalisation a dû s'accélérer. Grâce à l'expertise de Maître Cotin Dussart, avocate au sein du cabinet Vaughan à Toulouse, nous analyserons quels ont été les impacts de l'émergence de la COVID-19 sur la mobilité internationale des travailleurs. Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette introduction. Donc oui, moi je vais intervenir sur ce sujet des impacts de la crise sur la mobilité internationale des travailleurs. Et pour commencer, je vais rappeler rapidement la terminologie qui encadre la situation des salariés en situation de mobilité internationale pour que les termes que j'emploie soient clair pour nous tous. Ensuite, je présenterai en effet les impacts qui sont tant sur l'immigration du travailleur que sur le droit du travail, mais également sa sécurité sociale et sa fiscalité. Donc, pour commencer, le travailleur en situation de mobilité internationale, le travailleur mobile, c'est celui qui va travailler dans plus d'un État membre ou celui qui travaille dans un État, en principe, autre que son État de résidence habituel ou son État d'origine dans lequel il a conclu son contrat de travail de façon au départ. On a différents types de travailleurs mobiles. On a le salarié détaché et le salarié expatrié. Le salarié détaché au sens du droit du travail, c'est celui qui travaille toujours pour le compte de son employeur d'origine, mais dans un autre État. Il peut être également détaché au sens de la sécurité sociale, à savoir qu'il reste dans ce cas affilié à la sécurité sociale de son pays d'origine. Et en fiscalité, on n'a pas ce terme de salarié détaché. En revanche, un salarié détaché va avoir des conséquences sur la fiscalité, puisqu'en général, un salarié détaché reste rémunéré par son employeur d'origine et est envoyé pour une mission de plus courte durée. Donc, ça peut avoir des conséquences fiscales. Le salarié expatrié, c'est celui en droit du travail qui a un contrat de travail dormant, son contrat d'origine est mis en sommeil pour être envoyé à l'étranger dans un état d'accueil dans lequel il va conclure un nouveau contrat de travail actif pendant la durée de sa mission à l'étranger. En droit de la sécurité sociale, le salarié expatrié signifie qu'il n'est plus affilié à son régime de sécurité sociale d'origine et qu'il est affilié à la sécurité sociale du pays dans lequel il travaille, le nouveau pays d'accueil. Le salarié impatrié, c'est une notion, en tout cas d'un point de vue français, du salarié qui va venir travailler en France. C'est le salarié étranger qui vient en France. Et au sens fiscal du terme, ça a un impact sur un régime qui, quand on parle de l'impatriation, c'est un régime fiscal de faveur pour faire venir les salariés en France. Donc voilà les différentes notions et les différents termes que j'utiliserai tout au long de cette présentation. Donc cette crise Covid a eu un impact en termes, au niveau de l'immigration du travailleur, puisque des salariés qui étaient en France ou à l'étranger ont été confrontés à cette fermeture des frontières, alors même que leur mission prenait fin et ils auraient dû rentrer dans leur pays d'origine, ont pu être confrontés à cette impossibilité de retour compte tenu de la fermeture des frontières, et alors même que leur droit au séjour venait se terminer, pouvaient se retrouver hors la loi. On a mis en place, le gouvernement a mis en place donc des mesures pour étendre le droit au séjour de ces personnes-là. Donc, ce n'est pas simplement les salariés, mais toute personne en France qui venait voir son titre de séjour expirer entre le 16 mars et le 15 juin ont pu bénéficier d'une extension de la validité de leur titre de séjour pendant 6 mois.
Donc, c'est simplement une extension de la validité du titre de séjour et non pas une extension de l'autorisation de travail en France. Donc, la mission du travailleur impatrié, si elle devait prendre fin pendant cette période-là, a pris fin, mais néanmoins, le salarié a pu avoir le droit de rester plus longuement en France. On a 6 mois de prolongation qui ont été appliqués. En droit du travail, les impacts principaux sur les travailleurs mobiles sont liés à ce dont on a parlé au tout début de cette conférence, sur le dispositif d'activité partielle. Donc, avant les mesures exceptionnelles, le dispositif d'activité partielle, il était prévu dans une circulaire de 2013 qu'il s'appliquait à tout salarié qui disposait d'un contrat de travail de droit français. Et il était prévu que ce dispositif d'activité partielle, donc ex-chômage partiel, ne s'appliquait pas aux salariés travaillant sur des sites localisés dans des pays tiers. Donc, si on n'avait pas eu ces ordonnances qui ont été prises de façon urgente en mars 2020, on s'était retrouvé au début de cette crise dans des situations compliquées puisque les entreprises souhaitaient ou mettaient en place de façon générale ou non, mais en tout cas souhaitaient mettre en place ce dispositif d'activité partielle pour leurs salariés, mais ne pouvaient pas le faire pour leurs salariés qui travaillaient à l'étranger. Donc, les ordonnances du 27 mars 2020 ont prévu un certain nombre de mesures et en particulier ont prévu de pouvoir appliquer le bénéfice de l'activité partielle aux salariés affiliés à la sécurité sociale française. Donc pour les travailleurs, pour les salariés embauchés par un employeur étranger mais qui exécutaient leur mission en France, ils ont pu bénéficier de ce dispositif par cette extension de l'ordonnance du 27 mars 2020. Et une deuxième extension qui a été prévue, c'était qu'on a pu appliquer ce dispositif si l'impossibilité de retour était liée au Covid. Donc, si la mission était prolongée à l'étranger, liée simplement par ce cas de force majeure du Covid. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça signifie pour les typologies et qu'est-ce que les entreprises ont dû mettre en place pour leurs différents salariés en situation de mobilité internationale? Donc, premièrement, les détachés IN. Ce que j'appelle détachés IN, c'est les salariés qui ont un contrat de travail actif avec leur employeur situé à l'étranger et qui sont envoyés en France. Donc, ceux-là, en principe, ils ne pouvaient pas bénéficier du dispositif d'activité partielle puisqu'ils n'avaient pas de contrat de travail de droit français. Grâce à l'ordonnance, on a pu, comme je le disais, ouvrir le cas d'activité partielle pour ces salariés-là si l'employeur étranger les avait affiliés à la sécurité sociale française en s'affiliant auprès du Centre national des firmes étrangères. Donc uniquement si on est affilié à la sécurité sociale française. Un détaché en France qui reste affilié à la sécurité sociale étrangère n'a pas pu bénéficier de ce dispositif. Les détachés à l'étranger, donc les Français en contrat français actif envoyés en mission à l'étranger, en principe, ne pouvaient pas bénéficier du dispositif d'activité partielle puisque l'ordonnance, la circulaire de 2013 prévoyait expressément leur exclusion. Là, les ordonnances de mars a prévu que si la mission à l'étranger perdure parce que les frontières fermées empêchent le retour en France, alors on a pu appliquer le dispositif d'activité partielle tant que les frontières étaient fermées. La troisième catégorie, c'est les expatriés, donc ceux qui ont un contrat français actif, mais le contrat avec leur employeur d'origine situé à l'étranger est dormant. Ceux-là peuvent bénéficier du dispositif d'activité partielle puisqu'ils ont un contrat de français actif. Pour autant, alors ce n'est pas expressément prévu par les ordonnances, mais il est compris que s'ils ne sont pas affiliés à la sécurité sociale française et qu'ils restent
affiliés à la sécurité sociale de leur pays d'origine, ils ne pourraient pas bénéficier de ce dispositif. C'est une interprétation des textes qui trouve sa logique, puisque ils ne sont pas affiliés à la sécurité sociale française. En pratique, les cas sont rares, mais on en a rencontré. Et le dernier cas, c'est celui de l'expatrié à l'étranger. Celui-ci ne peut toujours pas bénéficier du dispositif d'activité partielle puisqu'il n'a pas de contrat de travail français actif. Son contrat français est mis en sommeil. En tout état de cause, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est que les entreprises ont mis en œuvre, ont tout mis en œuvre pour pouvoir rapatrier le plus rapidement possible leurs salariés en France. À partir du moment où le salarié était rapatrié et qu'il se trouvait sous le sol français, qu'il soit réintégré à un poste effectif ou même qu'il soit mis dans une situation où il était impossible de le reclasser, on a pu appliquer le dispositif d'activité partielle aux travailleurs mobiles. Ça, c'est les premiers impacts en droit du travail qui ont été constatés pendant toute cette année et qui continuent encore d'être constatés. En sécurité sociale, alors je me permets de rappeler les principes pour que les choses soient claires. Dans l'Union européenne, on a un principe qui s'appelle le principe d'unicité de la législation applicable, qui signifie qu'on ne peut pas être affilié à la sécurité sociale de 2 États membres concomitamment. On a également le principe de territorialité qui s'applique dans l'Union européenne, mais qui est également un principe du Code de la sécurité sociale française, qui prévoit qu'on est affilié à la sécurité sociale du pays dans lequel on exerce notre activité. Dans l'Union européenne, on a un dispositif particulier qui prévoit qu'un travailleur qui travaillerait dans plus d'un État membre de façon récurrente, donc par exemple en France et en Italie de façon habituelle, serait affilié, il y a plusieurs règles, mais la principale c'est qu'il serait affilié dans l'État membre de sa résidence habituelle s'il y exerce plus de 25% de son activité. C'est le principe. Le principe, c'est qu'on cotise dans l'État dans lequel on travaille. L'exception, c'est le détachement. C'est qu'on reste affilié à la sécurité sociale de son pays d'origine sous couvert d'un certificat de détachement. Dans l'Union européenne, c'est les certificats A1. Ces principes-là ont été confrontés à certaines problématiques pendant cette crise sanitaire, puisque les salariés se sont retrouvés confinés ou même pendant les périodes où il n'y avait plus de confinement en télétravail imposé, comme on vient de l'évoquer, dans un État qui n'était pas forcément l'État de leur résidence ou celui du lieu d'exercice habituel de l'activité. En tout cas, plus l'État dans lequel ils devaient être pendant leur mission et dans l'État dans lequel ils devaient cotiser. Soit ils sont rentrés chez eux, par exemple, ou alors ils sont restés plus longtemps dans l'état d'activité, ce qui a pour conséquence de changer la loi de sécurité sociale applicable, donc de changer brutalement le régime de sécurité sociale applicable, de devoir rapidement les affilier à un nouveau régime, voire leur faire perdre une couverture sociale à cause de délais de carence qui pourraient être constatés. Heureusement, en tout cas au niveau européen, il y a eu un consensus qui a été mis en place, qui est de dire que les effets des mesures prises par l'ensemble des États membres, à savoir le confinement ou le recours massif au télétravail, seront neutralisés. Donc on ne tiendra pas compte pendant l'année 2020 de ces situations qualifiées finalement de cas de force majeure qui aurait tendance à modifier la loi de sécurité applicable. On va pouvoir considérer qu'un salarié, même s'il est resté en télétravail en France, on n'a pas à cotiser en France si le schéma avait été mis en place de l'affilier à la sécurité sociale du pays dans lequel il devait normalement travailler.
la fin de la période de flexibilité, elle a été en France prévue par la direction de la santé sociale jusqu'au 31 décembre 2020. J'ai lu qu'en Belgique, ça avait été prolongé au-delà de 2020. Donc, il est possible qu'on aille un peu plus loin, mais pour le moment, on est au 31 décembre 2020 pour ce consensus sur la neutralisation des effets. Le troisième point que je voulais vous présenter, c'est les impacts aussi sur la fiscalité du travailleur mobile. Encore une fois, je vais rappeler les principes rapidement. Les principes, quand on envoie un salarié à l'étranger, il est important de déterminer en amont sa résidence fiscale et ensuite le lieu de taxation de sa rémunération, afin de savoir si le salarié va avoir une obligation mondiale de déclaration de ses revenus et de savoir surtout si son salaire continuera à être taxé en France, éventuellement être soumis au prélèvement à la source, ou s'il va devoir être taxé dans l'État dans lequel il va exercer sa mission. Est-ce que l'employeur va devoir avoir une obligation de précompte de l'impôt local, etc. Toutes ces questions-là doivent être évoquées en amont de la mobilité du travailleur. Le principe, en termes de taxation du salaire, c'est que le salaire est en principe taxable dans l'état d'exercice de l'activité. Par exception, il reste taxable dans l'état de la résidence si le salarié est en mission de moins de 6 mois, qu'il reste rémunéré par son employeur d'origine et sans qu'il y ait de refacturation, les missions de courte durée classiquement. On comprend, j'imagine que vous savez là où je veux en venir, on comprend bien que pendant cette période de télétravail, tous les principes ont été bousculés, puisque les salariés, encore une fois, se sont retrouvés dans dans un état qui n'était plus celui de leur résidence ou qui n'était plus celui du lieu d'exercice habituel de leur activité, et donc un changement de leur taxation. J'ai un exemple concret, un salarié a été envoyé en mission en Italie. Il est prévu dans son contrat de travail qu'il sera taxé selon l'impôt italien, puisqu'en fait, il était parti pour une durée, en tout cas pour passer toute l'année 2020 en Italie, et donc il allait y transférer sa résidence et y travailler à titre principal. Donc il devait y être taxable, et finalement, en fin d'année, on se rend compte que pendant les 2 périodes de confinement, et finalement même pendant l'été, pendant ses congés, il est revenu en France. Il est revenu, il a travaillé, il a télétravaillé en France, et donc ça change tout, puisqu'il n'a plus transféré sa résidence fiscale en Italie, et son salaire n'y serait plus imposable. Donc voilà, le premier risque, c'est changement du transfert de résidence. Par exemple, on a la convention franco-marocaine qui nous dit que le premier critère pour déterminer la résidence, c'est le lieu d'exercice de l'activité. Donc, on comprend bien qu'un changement de lieu d'exercice de l'activité lié à un télétravail a un impact direct. Et le deuxième risque, c'est la modification du lieu d'imposition brutale qui emporte des complexité administrative pour l'employeur, mais également pour le salarié, puisque l'impact fiscal n'est pas neutre sur sa rémunération au final. Donc, les solutions qui ont été mises en place, en tout cas en France, on n'a pas de position contraignante, mais on a une tolérance de l'administration fiscale qui n'est pas publié au bulletin officiel, mais qui est pour le moment uniquement indiqué sur le site impôt.gouv. Donc, on est vraiment sur de la tolérance, mais on comprend que l'administration fiscale sera tolérante et que le séjour temporaire en France lié au confinement ne va pas générer une résidence fiscale en France si on arrive à démontrer que c'est vraiment, on était en France vraiment juste pendant cette période de crise. Mais à mon avis, le plus gros impact, c'est sur le lieu de taxation de la rémunération. Et on a vu d'ailleurs que la France a conclu quelques accords avec ces pays limitrophes, l'Allemagne, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg et l'Italie, dans lequel elle a laissé une réelle flexibilité. Donc les États laissent une réelle flexibilité aux salariés qui va pouvoir finalement choisir
entre taxer sa rémunération dans l'état dans lequel il s'est confiné ou il a télétravaillé, ou donc en ignorant finalement, en considérant qu'il y a eu un changement d'imposition, ou alors choisir de rester imposé dans l'état dans lequel il aurait dû être, en ignorant et en mettant entre parenthèses cette période de télétravail. Donc fiscalement, on va avoir finalement, fiscalement et en sécurité sociale, il y a une réelle volonté de flexibilité et d'amoindrir la complexité administrative et financière qui pourra en découler. Pour terminer, cette crise a eu un impact et aura peut-être un impact sur les politiques de mobilité. On voit que la crise fait naître peut-être de nouvelles formes de mobilité, puisqu'on a besoin de plus de flexibilité liée à cette volonté de télétravailler. On se rend compte qu'il y aura probablement, en tout cas, on est encore aux prémices, hein, on n'a pas... Pour l'instant, c'est un peu tôt parce qu'au contraire, la mobilité internationale, en tout cas au premier semestre, a été freinée. Maintenant, on repart sur une nouvelle dynamique et on se rend compte qu'on augmente les cas de commuting, donc des salariés qui vont faire des allers-retours entre le pays de mission et le pays de résidence, qui va rester finalement assez présent, plus présent qu'une mission où on envoie le salarié à l'étranger de façon plus longue et avec une rupture plus brutale avec son pays d'origine. Et surtout, on parle beaucoup de ce qu'on appelle les virtual assignments. Donc, ce serait le cas en fait d'un salarié qu'on aurait voulu envoyer par exemple aux États-Unis, mais compte tenu de la fermeture des frontières, il ne peut pas pour le moment travailler en présentiel aux États-Unis. Et donc, dès le départ, dès le début de sa mobilité virtuelle, il reste sur le sol français, il reste dans l'état de sa résidence habituelle. Pour autant, on met quand même en place la mise à disposition ou l'expatriation du travailleur et ça emporte des conséquences notables auxquelles il faut réfléchir et auxquelles les entreprises et les réseaux de mobilité internationale réfléchissent aujourd'hui. Est-ce qu'on va vraiment aller vers ces nouvelles formes de mobilité qui peuvent engendrer des complexités? Donc parce que, par exemple, j'envoie mon salarié aux États-Unis, il doit travailler pour le compte d'une entreprise américaine, rémunéré par l'entreprise américaine, mais s'il travaille en France, en fait, il doit être imposé en France et payer la sécurité sociale française. Donc l'entreprise américaine qui le salarie doit s'affilier en France et doit prélever l'impôt français. Donc il faut vraiment, malgré en effet ces nouvelles formes de mobilité qui sont naissantes, toujours anticiper les impacts en droit du travail, donc loi applicable au contrat de travail, en sécurité sociale, où est-ce que je vais payer les cotisations, en fiscalité, où est-ce que je vais prélever l'impôt et quelles vont être mes obligations déclaratives générales. Voilà, j'en ai terminé et voilà.